Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage, votre podcast dédié aux arts martiaux mixtes. Benoît Baudouin en compagnie d'un Patrick Côté meurtri. Ben ouais, un petit mal de dos, mais c'est correct. Là, on va faire. On a un bon show, fait que je vais l'oublier. Ça paraîtra pas. On va te faire oublier ton petit mal de dos au cours de la prochaine heure. Beaucoup de sujets pour vous. Évidemment, on va revenir sur ce qui s'est passé le dernier week-end en Asie, du côté de Singapour. Dure défaite pour Ben Askren, troisième victoire de suite pour Demian Maia. On va revenir sur ce gars-là. Cyril Gane, le Français qu'on a bien connu ici au Québec en raison de ses années à TKO. Pat, autre grosse performance, belle performance de sa part également sur cette carte-là. Rory McDonald s'est battu la semaine dernière aussi. On va revenir sur son combat contre Douglas Lima. Toute l'actualité dans les arts martiaux mixtes. C'est pas ça qui a manqué au cours de la dernière semaine. On va en parler tout au long de l'émission. Mais tout d'abord, afin de mettre la table pour notre premier sujet, parce que cette fin de semaine, Pat, tu le sais, UFC 244, Oui, un des galas les plus attendus de l'année. Oui. Donc, pour vous mettre en appétit, on se demande qui sera le baddest motherfucker de l'UFC. C'est cette fin de semaine que ça se passe, l'UFC 244. Qui est le plus méchant entre Jorge Masvidal et Nate Diaz? Et là, on va parler du combat qui s'en vient. On va aussi parler de tout ce qui a entouré le combat parce qu'on a eu une belle frousse la semaine passée. Commençons peut-être, Pat, par la carte en tant que telle. Elle est incroyable. Ouais. Non seulement le combat final, mais plusieurs combats d'importance avec des combattants classés qui vont avoir un impact immédiat sur les classements et sur les futurs combats de championnat du monde. Mais Jorge Masvidal, année 2019, tout simplement incroyable. Est-ce qu'il peut terminer ça en beauté avec une troisième victoire contre un très coriace Nate Diaz? Ben, justement, tu parlais de 2019, incroyable, parce que de 2017 jusqu'à 2019, il s'était pas battu. Hein. C'est 2 défaites de suite, s'est retiré quelque temps, et là, revient avec 2 belles victoires, Darren Till et Ben Askren, on se souviendra, le knocké en 5 secondes. Écoute, c'est sûr que ce combat-là, c'est drôle, hein, parce que ces deux-là ont quand même une grande gueule, mais on ne s'est pas écœuré. Un ou l'autre. On se respecte dans notre irrespect. Exactement. Donc, c'est comme le bad boy de la côte ouest contre le bad boy de la côte est. Et Nate Diaz, c'est lui qui a inauguré ce match-up-là quand même après sa dernière victoire. Ben, dis-moi, j'aimerais ça me battre contre Masvidal. On va voir c'est qui est le plus bad boy en Amérique. Masvidal, écoute, il faut comprendre, là, tout le monde parle de lui. C'est sûr qu'il a fait un KO assez spectaculaire son dernier combat, mais il a gagné 2 de ses 4 derniers combats quand même. Mais il y a des grosses victoires. Là, on parlait de Darren Till, de Ben Askren, mais il a déjà knocké Donald Cerrone aussi en 2017. Des grosses victoires. Il reste à savoir, Masvidal, est-ce qu'il est capable d'être constant dans ses performances? Nate Diaz, on sait c'est quoi qu'il va donner. On le sait, il va aller vers l'avant, il va utiliser sa boxe. C'est une boxe incroyable. Il utilise bien sa portée, se fait moins toucher en contre-attaque. Il ne se fait pas beaucoup toucher en contre-attaque. Et ça, c'est la grosse force de Masvidal. C'est comme ça qu'il avait battu Darren Till. Vraiment, il travaille en contre-attaque. Et son jiu-jitsu, ben écoute, c'est un jiu-jitsu incroyable, Nate Diaz. Et son cardio aussi. Il va mettre de la pression pendant les 5 rounds. Si ça se rend jusqu'à la limite, là, ça va être un casse-tête durant toute la durée du combat. Donc,
Masvidal doit être prêt aussi pour un combat de longue haleine. Là. Oui, tu as fait raison. Et on parle de ce combat-là qui est sur le main event de l'UFC 244, qui est en passant le 500e événement de l'organisation de l'UFC. Point. Et ça, c'est un gros combat. En plus, qui n'est pas un combat de championnat du monde, qui fait le main event d'un pay-per-view. C'est énorme. Donc, tu parlais de la frousse qu'on a eue la semaine passée. Ça aurait été horrible. Ça aurait été horrible qu'on perde ce combat-là pour vrai, justement à cause du main event de l'UFC 244, mais surtout du 500e événement de l'organisation. C'est extrêmement rare que l'UFC, qu'il n'y a pas de combat de championnat du monde sur un gala à la télé à la carte. Ouais. Si je me rappelle bien, la dernière fois, c'était Nate Diaz contre Conor McGregor. La revanche, l'UFC 196. 196, c'était le premier. Ouais. 202, c'était le deuxième. En tout cas, bref. Mais ça fait un certain temps, mais ça nous prouve à quel point Nate Diaz est vraiment devenu une méga vedette de l'UFC. Puis, parce que il a dit après son dernier combat, il y a quelques semaines à peine, je veux affronter Jorge Masvidal, et en claquant des doigts comme ça, on les met en finale au Madison Square Garden. Ouais, et j'ai bien aimé ce qu'il a dit cette semaine. Il dit, je vais jamais prendre ma retraite, je vais me battre tout le temps. Moi, je suis un batailleur, je suis un bagarreur. Et tu sais, Nate Diaz, je le connais quand même bien parce qu'on a été commandité par la même compagnie il y a quelques années, puis ça s'appelait Equal Limited. On a fait beaucoup de choses ensemble, des promotions ensemble. Super cool, le gars, pour vrai. Là. Puis moi, ce que je respecte des frères Diaz, Nick, je le connais pas tant que ça, mais Nate, c'est qu'ils sont vrais. Ils sont comme ça dans la vraie vie. Ils sont nés fâchés. Ils sont fâchés. Ils sont juste fâchés. Mais Nate, il est beaucoup plus... Il chill quand même. T'sais, je l'ai vu sourire, moi, dans quelques événements qu'on a fait, puis j'étais surpris, mais il est vraiment, vraiment cool. Puis j'ai bien hâte de voir ce combat-là, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en autour de ça. On a eu une petite frousse la semaine passée, comme tu mentionnais, mais finalement, on l'a, ce combat-là, et écoute, c'est tout un combat qu'on a sur la carte. Bon, expliquons aux gens ce qui s'est passé la semaine dernière. Jeudi soir, on apprenait, en fait, c'est Nate Diaz qui nous apprenait via ses réseaux sociaux, il a dit: je ne me bats plus à l'UFC 244. On est 9 jours avant l'événement. Il dit USADA, donc l'Agence américaine antidopage, m'a testé et un test est revenu négatif. Donc j'ai testé positif pour une substance illégale. Il dit, on n'a jamais su c'était quoi. Il dit c'est n'importe quoi ça. On m'a demandé de me taire, on m'a demandé de ne pas ébruiter ça. Mais moi, c'est pas vrai que je vais essayer d'enterrer ça, de balayer ça en dessous du tapis. J'ai rien à cacher. Je pense que c'est une conspiration pratiquement. Jusqu'à tant que l'UFC et USADA ne vont pas me blanchir de toute accusation, je me bats pas. Il n'y en est pas question. Et là, tout le monde est comme wow. La bombe qui vient d'arriver, la bombe qui vient de sortir. Et puis là, c'est pas l'USADA, c'est pas l'UFC qui vient de l'annoncer. C'est Nate Diaz lui-même. La substance, c'était LGD 4033. C'est du ligandrol. C'est une substance interdite qui permet d'améliorer la masse musculaire, la prise de masse musculaire. Mais ce qu'on a trouvé, et ça, on l'a su par après parce que on a envoyé un échantillon d'un supplément que lui il prenait. Il dit moi, c'est pas compliqué, je magasine chez Whole Foods, la chaîne d'épicerie américaine. Il dit tout ce que je prends, c'est des trucs naturels, bio et vegan. Ouais. Il a envoyé quelques-uns de ces produits-là dans un laboratoire à Salt Lake City. On a trouvé c'était quoi là? C'était un supplément vitaminé à base de plantes qui contenait cette substance interdite-là. Mais regardez ça, écoutez ça. Diaz a testé positif à entre 10 et 15 picogrammes par millilitre de sang. On commence à connaître ça, les picogrammes maintenant. Là, c'est un grain de sel divisé par 25 000. 25 000 là, c'est minuscule. Donc, entre 10 et 15 par milligramme de sang, c'est 10 000 fois inférieur à une dose du même produit qu'on pourrait prescrire, qu'un médecin pourrait prescrire ou qu'une dose synthétique. 10 000 fois inférieure. Mais tu sais, ça a été surprenant pareil que Nate Diaz teste positif pour quelque chose, parce que depuis des années, là, il dit que tout le monde a ses stéroïdes, puis sauf lui, puis il parle contre les stéroïdes, puis ça a été vraiment, vraiment très, très surprenant. On sait tous qu'il fume du weed, puis il s'en cache pas, puis il prend du CBD, puis il s'en cache pas. Tout de suite après les combats, il s'allume. Puis c'est sûr que ça, c'est interdit, mais je veux dire...
au niveau des drogues de performance, j'aurais été vraiment surpris du côté de Nick Diaz qu'on était allé là parce qu'il est tellement vocal là-dessus, contre là-dessus, puis qu'il nargue tous les autres combattants en voulant dire vous êtes tous ces stéroïdes à part nous autres, à part moi puis mon frère. Donc, écoute, personne vraiment l'a cru depuis le début. Ben, personne n'a cru qu'il avait pris ce supplément-là pour se donner un avantage en octogone. Tout le monde a dit OK, si le testé positif, c'est un accident. Et c'est ce qui a été prouvé par la suite. Ça n'a pas été long. Là, ça a pris 24 heures avant qu'on le blanchisse et qu'on dise OK, non, on a trouvé c'est quoi le problème, effectivement. Puis c'était tellement en quantité minime que c'est impossible qu'il va aller retirer un avantage de ça. Donc, à peine 24 heures plus tard, on a remis le combat sur les rails. Mais ça prouve à quel point, et là, c'est un autre point qui a fait surface. Il est arrivé la même chose à Neil Magny au mois de mai. Neil Magny, ça a pris 4 mois avant d'être blanchi. Mais c'est ça, c'est ça, là. Le nom de Nate Diaz a beaucoup aidé là-dedans. Et sa place sur la carte aussi a beaucoup aidé. On a fait des pieds et des mains pour le blanchir, pour que ce combat-là ait eu lieu, parce qu'on avait sorti le nom de Leon Edwards, qui aurait pu le remplacer. Leon Edwards a sorti sur Twitter, a dit « Je suis pas prêt. Moi, j'avais offert de m'entraîner et d'être le combattant de remplacement. S'il y a quelque chose qui arrive, on m'a dit non, pas besoin. » Donc, c'est sûr que moi, à 9 jours d'avis, je ne vais pas aller me battre. Je suis pas prêt. Puis surtout, Leon Edwards, c'est une série de victoires assez impressionnante. Donc, je dis, 8 victoires de suite. C'est ça. Il veut pas risquer ça. Donc, on n'avait pas d'autres options. Donc, je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour aller justement blanchir Nate Diaz. Et ça nous prouve que c'est deux poids, deux mesures. Ça veut dire, tu sais, Neil Magny s'est fait dire OK, c'est correct, mais on va vérifier, là, on te croit jusqu'à preuve du contraire que tu n'as pas fait exprès. On va faire tester des choses, on va payer, envoie tes suppléments là, au laboratoire. On va t'enlever de la carte là, au mois de mai. Là. Puis on va régler ça, là, ce sera pas trop long. Ça a pris 4 mois. Il s'est pas battu depuis ce temps-là. Ça fait 1 an que Neil Magny est sur les lignes de côté. Et ça a pris 4 mois avant qu'il soit blanchi. Les Diaz, ça prend 24 heures. Merci, bonsoir. Moi, là, rendu à ce niveau-là, tu es supposé savoir ce que tu mets dans ton corps. Okay? Là, rendu à ce niveau-là, Nate Diaz, il y en a de l'argent. Là. On s'entend, là. Tu es rendu à un niveau où tu es supposé savoir à 100% ce que tu mets dans ton corps. Et je veux dire, tu vas aller dire « Ouais, mais moi, je magasine au Whole Foods. » Oui, mais je veux dire, à un moment donné... Tu ferais tester par des laboratoires accrédités chaque chose que tu prends? Non, mais il y a ça peut coûter 500$ par... Non, mais il y en a des suppléments alimentaires, des compagnies qui sont classifiées NSF, qui sont classifiées, le laboratoire a été vraiment choisi, a été testé par le comité olympique. Donc, tu es sûr et certain de ne pas te tromper. La première excuse maintenant, c'est tout le temps ça. C'est des suppléments contaminés. Ça arrive que c'est vrai, sauf que d'autres fois, je veux dire, c'est la première chose qu'on va dire. Ah, c'est pas de ma faute, c'est des suppléments contaminés. Apparemment. Mais à ce niveau-là, j'ai de la misère à comprendre que tu ne vas pas pousser plus loin pour aller chercher une protéine ou des suppléments alimentaires qui sont mieux adaptés à ton sport. Whole Foods, on s'entend, là, c'est des Rice Krispies qui sont là. Je veux dire, c'est pas des compagnies qui sont poussées pour améliorer les performances de façon naturelle. 2 choses. Et puis, je suis pas en désaccord avec toi, et c'est d'ailleurs ça que l'UFC veut essayer de mettre de l'avant. Ils vont mettre à jour leur politique, et ils vont mettre 3 ou 4 compagnies, là, ou 3 ou 4 marques de produits de suppléments alimentaires approuvés par USADA, approuvés par l'UFC. Puis aussitôt que si tu prends ça, puis tu testes positif, tu vas être blanchi parce que c'est sûr et certain que c'est correct. Par contre, Nate Diaz, lui, veut prendre des produits naturels seulement. Et là, de là, aller chez Whole Foods, de là, aller chercher des produits vegan à base de plantes. Et puis, le LGD 4033 n'était pas listé dans la liste d'ingrédients. Donc, c'est pas nécessairement de sa faute non plus. Non, je comprends. Est-ce que c'est juste celui qui l'a acheté, le paquet qu'il a acheté qui était contaminé, ou c'est l'endroit où il les fabrique qui est contaminé depuis longtemps? On le sait pas non plus. L'important, c'est que il n'a pas triché, en fait. Il n'a pas triché, puis apparemment, ils sont 6 depuis le mois d'août à avoir eu le même problème que Diaz. C'est un problème. Les autres n'en ont pas parlé. Nate Diaz, lui, il a jumpé le gun tout de suite, il est allé en parler.
Ben, écoute, lui, c'est parce qu'il voulait pas avoir une tâche à son une dossier. Tâche à son dossier. Il disait, moi, l'important pour moi, c'est ma legacy. L'important, moi, c'est ma réputation. Là. C'est pas vrai que ça va rester dans l'ombre. Moi, je vais sortir public, puis je vais dire la vérité. Puis après ça, ben, il arrivera ce qui arrivera. Mais tant que je serai pas blanchi, comme tu l'as mentionné, là, je me battrai pas. Donc lui, là, il a mis de la pression là-dessus. Il a vraiment mis la pression sur l'UFC. Là, c'est pas vrai. C'est pas vrai que la nouvelle va sortir avant moi. Moi, je vais prendre les devants puis je vais dire qu'est-ce qui est arrivé. Puis là-dessus, ben, tout le monde va voir que je suis honnête. Mais de toute façon, Nate là, je dis, on n'est pas surpris. Il pense pas comme toi et moi, là, ce gars-là. Non, exact. Donc, je veux dire, moi, j'ai jamais cru qu'il avait pris ça exprès. Sauf qu'en même temps, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses attention à ce que tu prends. Je veux dire, tu sais que ça va te faire tester, mais en même temps, je sais que c'est pas de sa faute. C'est le problème de laboratoire, mais il y a une responsabilité qui va avec l'athlète qui prend des suppléments alimentaires. Au final, Nate Diaz a mis toutes ses cartes sur table, il est allé all-in, a dit si je suis pas blanchi, je me bats pas. Il a vraiment mis la pression sur l'UFC. Il est même allé jusqu'à dire je pense que c'était une conspiration. L'UFC m'a demandé de garder ça, de balayer ça en dessous du tapis, de pas en parler. Là. Ça veut dire qu'il voulait cacher des choses. Peut-être qu'il voulait garder quelque chose pour revenir contre moi après, garder eux. Il fait pas confiance pantoute à l'UFC, il fait pas confiance pantoute à l'USADA. Il a dit, son stratagème a vraiment marché. Il n'y a pas grand monde qui met autant qui met de la pression comme ça sur l'UFC et qui fait réagir cette compagnie-là en l'espace de 24 heures. Chapeau pour lui. Il a ouvert la porte pour d'autres combattants aussi de dire hey, regardez, là, j'ai un problème. Je suis pas mal sûr que c'est un complément, c'est un supplément alimentaire qui est contaminé. Je vous donne 24 heures, faites-les les tests. On le sait maintenant que ça peut se faire en 24 heures. Il n'y a plus d'affaires comme Neil Magny qui va attendre 4 mois avant de se faire blanchir. Là. Ça dépend c'est qui. Ça dépend c'est qui, mais tu dis tu l'as fait pour Nate Diaz. Ouais. Fais-le pour moi aussi. Le fameux 2 poids, 2 mesures, là, je comprends là, que c'est Nate Diaz qui avait. Mais je veux dire, ça se fait. C'est humainement possible de le faire. Dans la réalité, ça dépend t'es qui. Je veux dire, si tu es quelqu'un qui est un nobody, ça se peut qu'il déploie un peu moins d'énergie pour te blanchir rapidement. C'est sûr. C'est sûr. Mais ils pourront plus te faire croire, par exemple, que ça suit son cours. Parce que là, ces gars-là qui sont 4 mois là, avant de se faire blanchir, ils se battent pas pendant ce temps-là. Ils font pas d'argent. Là. Ben non, ils font pas mal moins d'argent que Nate Diaz aussi. Là. Pas mal, oui. Donc, mettre du pain sur la table, là, c'est un cliché, là, mais c'est vrai. Neil Magny, qui s'est pas battu depuis 1 an, il a même dit en entrevue, il dit c'est un peu grâce à moi, finalement, que Nate Diaz, que le combat va avoir lieu, parce que j'ai été le premier à prouver que ce genre de supplément-là pouvait être contaminé. S'ils veulent m'envoyer une partie de leur cachet, je le prendrai volontiers parce que je n'ai pas de trop ces temps-ci. Ouais, ça imagine, ça arrivera pas. Mais tu sais, il disait ça un peu à la blague aussi, mais ça veut dire que ce gars-là, il attend là, pour se battre. Là. Ben oui. Il attend. Il va avoir un enfant bientôt. Tu sais, je veux dire, il faut penser aux personnes derrière ça. Ça se fera peut-être pas en 24 heures pour tout le monde, mais il n'y a plus d'affaire d'attendre 4 puis 6 mois. Non, mais c'est sûr que ça crée un précédent. C'est sûr que le monde va tout prendre ça comme exemple, puis avec raison. Et si tu as vraiment été floué par des suppléments alimentaires, ben tu mérites d'être blanchi. Et là, l'UFC met un plancher. Là. Ça va être 100 picogrammes par millilitre de sang, là, ce genre de substance-là. Là. Le ligandrol, entre autres. Là. Donc, tout ce qui va être en dessous de ça, on le sait que ça ne donne pas d'avantage. Donc, donc, ça va être aussi plus facile peut-être pour la suite des choses. Là. Et USADA, l'UFC va mettre à jour sa politique, va la rendre publique à tout le monde. Pour l'instant, c'était mis en application, mais c'était pas rendu public. Ça, il y a aussi des gens qui ont dit que ça manquait beaucoup de transparence, là, cette façon de faire-là. Ben là, ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix, puis là, ils vont le faire au cours des prochaines semaines. Bon, donc, qui gagne en fin de semaine, Diaz ou Masvidal? Je ne miserai jamais contre Diaz. Jamais. C'est un de mes combattants préférés. Il va à la guerre. Il est prêt à aller dans le trafic. Il est prêt à recevoir des coups pour y aller. Il va mettre de la pression. Il se fait pas toucher souvent en contre-attaque. Il utilise sa boxe parfaitement parce qu'il a une longue portée puis il l'utilise toujours au bout du poing. Je pense que ça va être dur pour Masvidal de suivre le rythme. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je prendrais Diaz. Hey, on vous disait qu'il y avait énormément d'autres combats. On va faire le tour relativement rapidement, là, mais Kelvin Gastelum contre Darren Till. Gastelum 4e chez les 185 livres. Till 9e, mais à 170 livres. Fait ses débuts
pas son premier combat à 185 livres, là, mais à l'UFC, son premier combat à 185 livres. Lui, il avait manqué le poids 2 fois à 170 livres. C'est un gros bonhomme. C'est un gros bonhomme. C'était la bonne chose à faire, je pense, de passer à 185. Ben oui, puis la même chose pour Gastelum. Lui, il avait de la misère à faire aussi. 170, puis il a redonné une deuxième vie à sa carrière à 185 livres, pour vrai. Là. Puis Gastelum revient d'une défaite face à Adesanya. Ouais. Donc, les deux reviennent de défaite. Et Till, j'ai bien hâte de le voir s'il va être plus énergique. On sait qu'il a un style quand même assez explosif debout. Il se drainait complètement pour faire la pesée à 170. Donc, à 185, j'imagine qu'il va être plus en santé, là, en voulant dire qu'il va être moins fatigué, moins drainé, plus énergique. Mais il y a tout un défi. Là. Till a dit que l'UFC lui avait déconseillé de prendre ce combat-là pour faire ses débuts. Il dit non, moi je jump directement dans le wagon, je jump directement face à un des combattants dans le top 5 mondial. Donc c'est sûr que s'il gagne, il se place quand même rapidement dans le top 5 mondial. C'est sûr qu'il va faire son entrée. Gastelum, écoute, c'est un gars qui a défié tous les pronostics. Et lui, il était supposé de se faire défoncer, démolir aussi dans la finale de Ultimate Fighter. Après ça, à 170, il y a eu des bons combats, mais quand il a fait son entrée dans 185 livres, là, écoute, passer de knockout à une coupe de gars, passer de knockout à Bisping, qui était assez spectaculaire. Et face à Adesanya, il n'a juste pas trouvé son rythme, là, mais il risque. Mais c'est peut-être celui qui a donné le plus de misère à Israël Adesanya. Oui. Avec Brad Tavares, là, mais je veux dire, il a gagné. Vettori aussi. Vettori, il a gagné quoi, peut-être 2 rounds là, contre Adesanya. Là. À la fin, il manquait vraiment de gaz au 5e round, là, mais c'était une guerre pour 4 rounds. Oui, puis écoute, c'est un combat extrêmement difficile pour Till pour commencer parce que je pense que Gastelum, c'est un meilleur combattant all-around dans le martial mix. Till, c'est un gros bonhomme. Il a un bon background de karaté là, ou de... Oui. Puis Till, c'est un gars qui est plus debout, plus kickboxer. C'est ça. Donc, j'ai bien hâte de le voir. Mais Till, c'est un gars qui, je pense, qu'il a descendu un peu les 2 pieds sur terre aussi. Là. Pendant un moment donné, là, il était over his head pas mal. Là. Je pense que le combat contre Woodley en championnat du monde l'a vraiment ramené sur terre. S'est fait dominer totalement avant de se faire passer une soumission 2e round. Et puis, Masvidal a commencé sa grosse année 2019 en passant le KO à Darren Till. Till s'est pas battu depuis ce temps-là, après une grosse pause de 9 mois depuis sa dernière défaite. Ça aller se ressourcer un peu. Là. Mais c'est un gars qui peut être dangereux. Il y a des mains. Les deux gars ont des mains solides. Hein? Oui. Les deux gars. Écoute, c'est une demi-finale incroyable, là, pour vrai. Là, j'ai vraiment hâte de voir ce combat-là, quasiment autant que la finale. Ça va être intéressant. Donc, Gastelum contre Till, c'est la demi-finale de l'UFC 244. Stephen Thompson contre Vicente Luque. Thompson, lui, peut-il retrouver... il est un peu mêlé. C'est ça. C'est 4 défaites à ses 5 derniers combats. Mais c'est contre des gros noms. Oui. Mais on dirait qu'il n'y a plus... c'est plus le Thompson qu'on a connu, qui a battu Hendricks. Non, justement, c'est le même. C'est pour ça que ça marche pas. Parce que quand il est arrivé, là, il y avait un style tellement unique, tellement flamboyant, tellement bizarre qu'on avait de la misère à s'ajuster. Maintenant qu'on le connaît, ça fait longtemps qu'il est dans l'organisation. Maintenant, on sait comment se préparer face à Thompson. Mais il s'est jamais... il s'est jamais amélioré pour switcher quand ça va pas bien. Il n'a jamais amélioré sa lutte. Non. On l'a jamais vu travailler au sol non plus. C'est ça son problème. C'est le même Stephen Thompson qu'au début. Donc c'est pour ça que maintenant, il y a de la misère à aligner des séries de victoires parce que justement, les gars, ils connaissent tellement maintenant, ils savent à quoi s'attendre maintenant. Donc c'est une surprise pas mal moins évidente lorsqu'on se bat contre Stephen Thompson. Et il a 36 ans, donc c'est une victoire, c'est 4 derniers. Fiche de 1 victoire, 3 défaites et un combat nul contre Tyron Woodley en combat de championnat du monde également. Il a 36 ans. C'est ça, on a l'impression qu'il n'est pas capable de trouver, de s'adapter. Puis le dernier, j'ai hâte de voir si le dernier KO contre Pettis a laissé des traces. C'était au mois de mars, ça fait longtemps. Mais tabarouette, il était quelque chose. Il y a quelque chose, puis il s'en va se battre contre un gars qui est 7 victoires de suite, je pense. 6 victoires de suite. Fiche de 10-1 à ses 11 derniers. C'est ça, exact. Puis un gars qui gagne solide quand même. Là, je veux dire, à ses 5 dernières victoires, il y a 4 KO. Là. Tu parlais des KO. Pas un gros nom, Vicente Luque, mais un nom à surveiller quand même. Parce qu'il est sur toute une séquence. Puis il sait que ce combat-là, c'est pour faire son nom. Là, il sait. Là. J'espère que Thompson il sait aussi. Là, parce que, écoute, s'enligne vers une 3e défaite de suite. Là, on s'entend, le Vicente Luque, tu l'as dit, c'est vraiment un moins gros nom
que les 4 derniers qui s'est battus. Thompson ne peut pas se permettre de perdre contre un gars comme Luque. 100%, c'est exactement ça. Donc, intéressant de ce côté-là. Rapidement, Derek Lewis contre Blagoy Ivanov chez les poids lourds. Lewis, ça peut être plat. Ouais. On l'espère pas, là, mais ça, là, j'espère que les deux vont vouloir se battre, mais ça peut être très, très long. Et encore Lewis, une fois, c'est tout ou rien. C'est ça qui arrive. Mais Lewis, il est pas bon. Il est mauvais. On en a déjà parlé. C'est un personnage, il est hilarant sur les réseaux sociaux. Pour voir si vous le suivez pas sur Instagram, moi, je braille de rire à tous les jours quand je me suis. Il est hilarant. C'est un personnage, c'est un bon vendeur, justement, parce qu'il est super drôle, puis il s'en fout un peu, là, puis des déclarations qu'il fait aussi assez comiques. Mais il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. À part une main arrière, parce que c'est un gros bonhomme, est-ce que c'est un bon combattant? Non. Puis Ivanov, un petit peu meilleur au niveau de la lutte, mais Ivanov, il est planté. Les deux sont ultra lents. Là. Les deux, ouais, c'est ça. Sauf que, tu sais, Derek Lewis, on l'a vu commencer à utiliser ses jambes. C'est un gros bonhomme, puis ça sort quand même bien. Là. Donc, c'est sûr que les poids lourds, c'est la catégorie la plus faible. Là. Quand tu vois que Derek Lewis est classé 5e, il y a 2 défaites de suite. Moi, c'est ça. Il y a 2 défaites de suite. Tu te dis, OK, là, on cherche des nouveaux poids lourds. Puis il y en a un qui s'en vient, qui va se battre contre Arlovski, Rosenstruck. Rosenstruck, lui, il a 8 victoires de suite, là, très solide. Sur quelle carte? Sur cette carte-là. Sur cette carte-là. Puis, il reste à voir là, qu'est-ce qui va se passer. Mais lui, c'est une nouvelle acquisition qu'on a eue. Il a 8-0. C'est un gros cogneur. Puis, Arlovski, son menton, il n'est plus ce qu'il était. Là. Moi, j'ai peur pour Arlovski dans ce combat-là. OK. Ah, ben oui, c'est bon. Intéressant. Un gars du Suriname. Ouais. Ben, il ne doit pas en avoir tant que ça, des combattants du Suriname. Et puis, ouais, il a 2 victoires de suite à l'UFC, ouais, 2 KO. Ouais, intéressant, c'est bon à surveiller. Ouais. Un qui m'intéresse, moi, le prochain dont je vais vous parler, Kevin Lee contre Gregor Gillespie. À 155 livres, Lee est allé affronter Rafael Dos Anjos à 170 livres à son dernier combat, a perdu. Et là, Kevin Lee, c'est 3 défaites à ses 4 derniers combats. Là, il est un peu redescendu sur terre. Lui, c'en était un prétentieux, un cocky. Écoute, il a dit que c'était probablement le combat le plus stupide qu'il a accepté dans sa carrière de se battre contre Gillespie. Je suis d'accord. Je veux dire, les deux se suivent dans le classement, là, 10 et 11. Non, mais Kevin Lee là, aurait probablement pu accepter quelqu'un de plus facile que Gillespie. Gillespie n'a pas un nom. Tu vas pas permettre à Lee de gravir beaucoup d'échelons. Oui, mais les deux suivent. 10 et 11. Puis Gillespie, il est invaincu en 13 combats. À un moment donné, ça pousse. Là, il n'a pas le choix. Là. Non, je comprends. Mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est peut-être qu'ils ont donné le choix puis il aurait pu avoir un adversaire plus facile. Parce qu'au niveau du style, Gillespie est très fort, toujours invaincu en 13 combats. 6-0 à l'UFC, puis il est probablement un des meilleurs lutteurs de la division. Oui, très solide. Sauf que, tu sais, quand tu as perdu tes 4 derniers combats, il ne donne pas beaucoup de choix de combattants. Non. À un moment donné, c'est même si tu as un nom, tu as perdu tes 2 derniers combats, tu as gagné face à Edson Barboza, qui était un combat vraiment serré jusqu'à la fin, jusqu'au 5e round. Puis Ferguson, il t'a passé une soumission. Donc, tu sais, je ne sais pas s'il y a eu un choix tant que ça d'adversaire. Puis Gillespie, pour lui, écoute, c'est peut-être Gillespie qui va servir de Kevin Lee pour gravir des échelons. Parce que Lee est beaucoup plus populaire, s'est déjà battu en championnat, et là depuis beaucoup plus longtemps. Donc, Lee est la vedette entre guillemets, dans ce combat-là. Puis le nom. Et le nom, puis Gillespie veut l'utiliser un peu comme Thompson et Luque. Donc, tu sais, Lee n'a pas grand-chose à gagner dans ce combat-là. Effectivement, est-ce qu'il a eu le choix ou pas? On le sait pas. Sauf encore une fois, il est comme Thompson. Mais c'est pas fait, là. C'est loin d'être gagné, ce combat-là. Il est comme Thompson. Il n'a pas le droit de perdre. Il n'a pas le droit de passer à côté de cette victoire-là. Et là, ça va être intéressant parce qu'il est allé s'entraîner. Il est venu à Montréal, en fait. Il est venu s'entraîner au Tristar avec Firas Zahabi. Il a fait il est allé dans le ring avec Georges Saint-Pierre aussi. Hâte de voir s'il a pu peut-être se réinventer un petit peu. Changer d'air, ça peut lui faire du bien. Donc, hâte de voir si le Tristar va lui permettre de retrouver le chemin de la victoire à Kevin Lee cette fin de semaine. Et c'était pas la première fois qu'il venait ici. Hein? Non, il était déjà venu. Il y a plusieurs années. Et puis, je me rappelle, je pense que dans le temps, on disait que
Ça n'a jamais été un gars très humble, Kevin Lee. Non. Je pense que ses dernières défaites l'ont un petit peu ramené sur terre parce qu'on a beaucoup moins entendu parler cette fois-ci. Il a gardé ça assez secret, gardé ça assez low profile, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'à un moment donné, quand tu montres à tout le monde que tu veux prouver à tout le monde que tu es le meilleur, les gens t'attendent avec une brique puis un fanal. Donc, peut-être que cette fois-ci... Ils se réjouissent de tes malheurs. Voilà. Donc, je suis content que Kevin Lee a eu l'humilité nécessaire pour remettre ses bottes de travail puis essayer d'aller corriger quelques défauts qu'il pouvait avoir. Reste à savoir si ça va porter fruit dans l'octogone. Peut-être le dernier dont j'aimerais vous parler, Corey Anderson contre Johnny Walker. Anderson, 3 victoires de suite, donc gravit les échelons de façon assez petit à petit. Le petit train va loin. Mais contre Johnny Walker, qui est peut-être la grosse vedette du futur à 205 livres. Donc, ça va avoir un gros impact sur les futurs combats de championnat. Écoute, pour Anderson, j'espère qu'il va lutter. Walker, parce que Walker, 3 combats dans l'UFC, 3 encore au premier round. On voit qu'il est super agile, 6 pieds 5, un grand bonhomme, très, très agile encore une fois, je me répète, mais c'est parce que pour un gars de ce gabarit-là, on le voit déjà en combat de championnat du monde, Johnny Walker. Là. On parle de lui comme étant... Après seulement 3 combats. Après seulement 3 combats. Il est quand même sur 9 victoires de suite, là, donc vraiment, c'est une bonne séquence, mais au niveau du combat debout, là, vraiment à point, dans le clinch, solide, travaille bien avec les coudes, travaille bien avec les genoux. Écoute, c'est un combat qui va faire beaucoup de vagues, puis je pense, avec une victoire là, de Johnny Walker assez expéditive, il pourrait monter vraiment beaucoup plus rapidement parce que c'est un gars qui est très charismatique aussi. Ouais. Il revient d'une blessure qui s'est infligée lui-même, on s'entend. Là, son dernier combat, il a voulu faire le worm à terre et il s'est brisé l'épaule. Il s'est fait mal à l'épaule. Après son méga KO contre Misha Cirkunov. Oui, exact. Donc, mais c'est un gars qu'on veut voir, on a hâte de le revoir, puis on est content, surtout de le revoir. C'est ça, ça fait déjà, c'est depuis le mois de mars, donc ça va faire 8 mois là, qu'on n'a pas vu Johnny Walker en raison de cette blessure. C'est un bon choc de style quand même, un gars qui est capable de tenir son bout par terre contre un gars qui va garder à distance et essayer de donner des coups de pied, des coups de poing. Johnny Walker de retour contre Corey Anderson. Et Corey Anderson, apparemment, se serait fait dire t'es pas un needle mover. En bon français, ça veut dire t'es pas vendeur. Non, t'es pas un numéro. Puis prends ton mal en patience parce que t'as beau gagner autant de combats que tu veux, le combat de championnat du monde, c'est pas tout de suite pour toi, mon ami, parce que t'es pas assez excitant, t'es pas assez, les gens ne te connaissent pas assez. C'est un peu dommage. Là. Ça, c'est lui qui a dit ça. Il dit, je suis juste un numéro, je suis le numéro 375 dans l'organisation de l'UFC, puis je mérite pas d'avoir un meilleur combat. Et c'est ça qu'on m'a dit. On m'a dit que de jamais espérer avoir un combat de championnat du monde parce que je déplace pas assez de foule. Donc, il a sorti ça sur les réseaux sociaux. Donc, reste à voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va être capable de se faire un nom cette fin de semaine contre Johnny Walker? C'est sa chance. Que c'est ça son objectif. La meilleure façon de fermer la trappe à ces dénigreurs, c'est de battre un gars que tout le monde voit déjà en combat de championnat du monde, qui est un gars qui est charismatique et que la foule aime. Voilà. Donc voilà pour l'UFC 244. Je vous rappelle que c'est ce samedi en direct du Madison Square Garden de New York. RDS 2 dès 20h pour la carte préliminaire et la carte principale à la télé à la carte dès 22h. Vous serez bien sûr en compagnie de mon ami Pat Côté, ici présent, ainsi que Jean-Paul Chartrand, comme à l'habitude, pour la description et l'analyse de tous ces combats-là. Donc rendez-vous RDS 2 20h. Il faut oublier notre réalisateur, François Lemay. François qui fait un job assez incroyable. Parce que je vais juste expliquer quelque chose, faire une petite parenthèse. Okay? Nous, là, on a le feed des Américains. L'alimentation, donc on reçoit les images. Exact, des Américains. Et François, qui est dans la régie, parle constamment avec les gens de l'UFC, la production de l'UFC. Donc, c'est tout lui qui fait la liaison entre eux et nous. Donc, nous, on a les images de eux, mais on est tout le temps un petit peu en arrière. Donc, lui, là, c'est tout lui qui fait la liaison. Puis, il y a beaucoup de monde qui travaille dans la régie. Donc, des fois, on oublie ça, là, mais c'est une job vraiment là, de bras de fer, pour vrai, de mettre ça à la télévision. C'est toute une gymnastique, quand même, là, de la transmission télé. Et puis, effectivement, avec tous les techniciens. Et François, qui est le chef d'orchestre un petit peu de tout ça. Exactement. On ne peut pas dire mieux. Effectivement. Donc, salut à toute l'équipe. On va vous regarder, bien sûr. Samedi soir, il faut revenir sur l'UFC de Singapour, Pat, rapidement. Demian Maia, si cette fin de semaine, c'est le titre du plus méchant garçon là, ou du plus méchant de l'UFC, peut-être la semaine passée, c'était le titre du meilleur grappler de l'UFC, le meilleur combattant au sol entre Demian Maia et Ben Askren. On a eu droit à un bon combat quand même. Moi, j'ai bien aimé le combat.
les deux réussissent à se toucher de Mais façon. oui, au début, tout le monde était même. Voyons, qu'est-ce qui se passe? De façon un peu. Ils restaient debout, les deux. Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'était pas toujours chic, surtout du côté d'Askren qui avance un peu en sachant pas trop. Puis qui mais réussit à toucher le seb, a même réussi à couper Damien Maia avec une bonne main arrière. Mais quand ça a été au sol, là, c'était le jeu d'échecs qui commençait. On est allé au sol à la fin du premier round et à la fin du deuxième round. Il restait quoi? Une minute peut-être à chaque round. Donc, on n'a pas eu le temps de travailler. Mais au troisième round, quand on est allé en début de round au sol, c'était le jeu d'échecs qui a commencé et c'est Maia qui a eu le dessus. C'était beau. C'était de toute beauté. Quand on parle du meilleur jiu-jitsu dans l'action de l'UFC, on parle souvent de Jacare, on parle souvent de d'autres combattants, mais Damien Maia, là, il a 40 ans passés. C'est incroyable. Il a de l'expérience et il a amélioré son combat debout, mais en même temps, là, il se bat contre un gars qui c'est un lutteur hors pair. C'est sûr et certain qu'au jeu au sol, je donnais l'avantage à Damien Maia au niveau du jiu-jitsu. Ça, c'est sûr. Mais aussitôt que Maia était ici, Askren était sur le dessus, avec des pas bonnes positions, je me disais, il va éviter ce piège-là. Mais on a vu tout le talent de Damien Maia. C'était de toute beauté. Il réussissait vraiment à renverser, les positions de façon assez fluide. Là. C'est ça qui. Ça avait même pas l'air forçant. Non. Tentait une soumission à la jambe pour forcer Askren à changer de position pour se défendre. Et là, en faisant ça, réussissait à remonter sur le dessus. Tu l'as dit, c'était un jeu d'échecs. Il place ses pions pour arriver à Il tendait des pièges. En fait, il savait qu'il ne pouvait pas passer une clé de jambe dans une position comme ça, mais c'était juste assez pour faire réagir à Askren qui lui changeait sa position pour, après ça, faire le renversement. C'est ça. Pour un gars qui ne connaît pas le jiu-jitsu comme toi, qui n'en a jamais pratiqué puis qui n'est pas versé là-dedans, mais j'étais quand même capable de voir que tout ce que Maia faisait, c'était calculé. Là. Ben, écoute, regarde, ça finit avec un étranglement arrière. Ouais. Un étranglement arrière d'une ceinture blanche et d'une ceinture noire, c'est exactement la même technique. La différence, c'est comment tu vas y arriver pour réussir cette soumission-là. C'est quoi le processus que tu vas faire pour piéger ton adversaire qui est de l'élite mondiale. Donc, c'est ça la différence. C'est des connaissances, justement, pour penser à 3-4 mouvements d'avance. C'est ça, une ceinture noire. Si tu compares avec une ceinture blanche, c'est OK, je vais faire ça, il va réagir de la sorte. Après ça, je vais faire ça, il va réagir de la sorte. Bang! Rendu au troisième mouvement, c'est moi qui vais être capable d'aller le chercher. Et ça, c'est justement ça. C'est un jeu d'échecs. Tu places tes pions, tu places tes pions. Et le jiu-jitsu, c'est exactement ça. Mais tu vois que Damien Maia, on l'a vu travailler exactement de cette façon-là. Puis c'était de toute beauté. Puis même si tu n'aimes pas le jeu au sol, même si tu ne le comprends pas, tu regardais ça et tu étais là, wow! Sérieusement, c'est beau. Puis comme tu l'as dit, tu le voyais que c'était calculé. Tu voyais qu'il faisait ça pour justement qu'il réagisse. Puis tout de suite, il passait à d'autres choses. C'était pas une chance qu'il mette sa main là puis qu'il continue. Non, il savait qu'il allait mettre sa main là pour ensuite aller chercher quelque chose. Donc, c'était une démonstration de jiu-jitsu incroyable et parfaite. Et Askren s'en voulait. J'ai commis une erreur. Je lui ai donné une ouverture. Il en a profité tout de suite. Je savais que je ne pouvais pas lui donner une ouverture. Au troisième round, quand Maia a réussi à prendre position dans le dos de Ben Askren, on savait que c'était une question de temps. Il l'a entouré avec ses crochets. Et il a réussi à contrôler son poignet. Puis avec la vitesse avec laquelle il est venu passer son bras en dessous du menton d'Askren, ça a pris une fraction de seconde. Bang! Ouais. Et puis là, c'était terminé. Puis même il était même pas fermé totalement. Là, puis tu vois comment il est fort avec ses techniques, comment il est capable de pousser avec ses hanches. Exact. Et puis avec juste un bras, il était capable de fermer les lumières pratiquement. Il n'y avait pas la position classique vraiment comme ça, mais il est allé chercher un peu comme un twist neck. Là, puis il a été capable de le fermer. Puis tu sais, des gars qui ont autant de talent en jiu-jitsu brésilien, ils sont pas obligés d'avoir la position parfaite. Ils savent comment compenser avec leur corps pour pousser à la bonne place. C'est ça qui est arrivé. Donc, Damien Maia a signé un nouveau contrat. Il lui reste 2 combats à l'UFC. Elle dit que c'est fort probablement ses 2 derniers. Il est à 22 victoires. C'est deuxième de tous les temps derrière Cowboy Cerrone. Cerrone n'est pas sur le point de prendre sa retraite, donc ça va être difficile de battre ce record-là. Là, mais à 40 ans, 3 victoires de suite, Damien Maia, là, il est encore capable d'affronter les meilleurs de sa profession. Il a challengé Diego Sanchez. Diego Sanchez, c'est vrai. Moi, c'est des combats moi, je vais faire les 2 derniers combats, des combats qui m'intéressent, puis ça va être le fun. Mais moi, j'aimerais ça me battre contre un autre vétéran, contre Diego Sanchez. Puis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être super intéressant. Diego Sanchez, c'est sûr qu'il a vraiment un meilleur
combat debout que Ben Askren, mais un autre bon lutteur. Donc, puis surtout, il est ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, lui aussi. Donc, peut-être pas du même niveau que Damon Maia, mais plus la conscience de jiu-jitsu brésilien, de MMA, MMA oui, que Ben Askren, ça c'est sûr. Et pour Askren, lui, il a dit en entrevue à Ariel Helwani, notre collègue d'ESPN, que la retraite, c'était une avenue possible. Il a dit, je suis revenu, il était à la retraite avant qu'on échange son contrat contre celui de Mighty Mouse à One. Il a dit, je voulais revenir parce que je voulais avoir ma chance de prouver que j'étais le meilleur au monde, le meilleur de ma profession. Et j'ai eu cette opportunité-là et j'ai pas réussi à en profiter. Avec 2 défaites, puis sa seule victoire à l'UFC controversée contre Robbie Lawler. Donc il dit, honnêtement, je peux pas en vouloir à l'UFC, je peux juste en vouloir à moi-même. J'ai pas réussi à prouver que j'étais le meilleur au monde. J'ai encore ce désir-là, mais en même temps, est-ce que c'est possible? T'sais? Puis tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup de Ben Askren, là, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, là, ça dépend. Il y a une personnalité assez unique. Mais il se cache jamais. Non. Il s'est jamais caché quand il s'est fait knocker en 5 secondes. Il s'est jamais caché quand il a perdu. Je cherche pas d'excuses, là. Jamais. Puis ça, là, il faut lever notre chapeau parce que les combattants qui font face à la musique après une défaite d'un knockout ou d'une soumission de la sorte, puis que tout de suite après le lendemain, ils sont en entrevue, puis hey, it is what it is, puis il se cache pas, puis il en parle ouvertement, c'est assez rare pour vrai. J'adore sa façon de gérer la défaite à Ben Askren. Évidemment, il n'a pas voulu prendre de décision sous le coup de l'émotion, mais il a dit, je vais d'abord réfléchir. Puis c'est un gars qui est occupé, c'est un gars qui est quand même populaire, participe à beaucoup de podcasts, son école de lutte également, son gymnase de lutte. C'est un des meilleurs lutteurs américain. Là, ben oui, il était aux Olympiques. Puis tu parlais de gérer la défaite. Il ne faut pas oublier, là, il n'avait jamais perdu avant d'arriver au UFC. On ne savait pas comment il allait réagir. Là, on ne savait pas comment. On savait qu'il était arrogant dans la victoire, mais comment il allait être avec la défaite. Écoute, il faut lui lever notre chapeau. Exactement. Donc, reverra-t-on Ben Askren dans l'octogone de l'UFC? Peut-être pas. On va suivre ce dossier-là pour vous. Cyril Gane, il faut en parler. Il se battait aussi du côté de Singapour. Cyril Gane, qui est l'ancien champion poids lourd de TKO, un Français qu'on a découvert chez nous au Québec. Ça n'a pas été trop long que l'UFC est venu le chercher. Et la 2e victoire, et c'est la façon dont il gagne, parce que c'est un ancien champion de kickboxing. Oui. Très bon debout. Et le coup de pied qu'il envoyait à Don'Tale Mays là, cette fin de semaine, à samedi, là, on les entendait. On les entendait dans les bleachers de l'aréna. C'était fou. Ça fouettait. Là. Don'Tale Mays a été très, très, très tenace. Résistant face à ces coups de pied-là. Ouais. Puis finalement, on pensait que ça se dirigeait vers... Il a failli se faire finir au premier round. Don'Tale Mays, il s'est fait sauver par la cloche. On pensait que ça allait se rendre à la décision. Puis finalement, bang, Cyril Gane nous sort une clé de cheville avec 15 secondes à faire au 3e round. C'était quand même... c'était beau. Tu sais, tantôt, je parlais de Rosenstruck qui va se battre en fin de semaine. Cyril Gane est arrivé à l'UFC avec 3 combats professionnels seulement. Et là, 2 victoires de suite et 5 victoires, 0 défaites. Je pense qu'il va avoir de la difficulté à trouver des adversaires maintenant. Je pense que l'UFC va avoir beaucoup de difficultés à le booker. La plupart des heavyweights vont tenter de l'éviter parce que c'est la nouvelle génération des poids lourds. C'est un gars qui est énorme, qui est pas gras, on s'entend. C'est drôle à dire, mais parce que les poids lourds, souvent, tu parles de Ivanov, Derek Lewis. C'est des gars c'est des poids lourds, mais c'est pas des gars qui sont cotes comme Cyril Gane. Cyril Gane super explosif, rapide, agile, léger sur ses jambes. Et complet, là, il a gagné 2 fois de suite par soumission à l'UFC. Donc, écoute, non, je sais pas si c'était-tu. Oui, c'était par soumission. Ben, tu sais, là, le gars, il arrive, c'est une nouvelle génération. C'est sûr que ceux qui sont dans le top 10 mondial présentement de l'UFC, des poids lourds, c'est tous des combattants presque qui sont vieillissants, sont presque à la retraite. Donc lui, il arrive, là, hey, je ne peux pas me battre contre lui. Là. Voyons donc, moi, je suis Alistair Overeem, là, hey, je veux rien savoir de me battre contre Cyril Gane. Le nouveau qui arrive, il va avoir son nom sur mon nom parce qu'il est beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide que tous les autres qui sont dans le top 10 mondial. Moi, Cyril Gane, là, d'après moi, là, il pourrait être dans le top peut-être 10. Là, 100%. D'après moi, il passe de la 5e à la 10e position. Cyril Gane des bas toutes. Ça, je suis convaincu de ça. Mais, encore une fois,
c'est de l'expérience. Il faut qu'il prenne son temps et qu'il aille chercher de l'expérience parce qu'il n'y en a pas beaucoup en arts martiaux mix. Donc, mais je pense qu'il est bien... Il n'a pas l'air pressé parce qu'on lui a demandé s'il voulait mettre au défi un gars. Il a dit n'importe qui. Et là, il a dit je veux me rebattre. J'aimerais ça me rebattre d'ici 2019. Mais il est bien préparé parce qu'il est dans une bonne équipe aussi. Avec MMA Factory en France, il est vraiment bien entouré. Donc, moi, je l'aime beaucoup, Cyril Gane, parce que justement, c'est une nouvelle génération de combattants. Je regarde, là, tu disais, en dehors de 6 à 10, là, Alistair Overeem, Alexander Volkov, Blaga Ivanov, qui va se battre en une semaine, Shamil Abdurakhimov et Walt Harris. Walt Harris, par ailleurs, qui a des petits problèmes personnels. En fait, une tragédie. Là, sa belle-fille est portée disparue. Donc, il y a d'autres chats à fouetter présentement. On va souhaiter bonne chance à toute sa famille. Mais quand même, effectivement, c'est Ivanov à tout le moins. Volkov, je ne suis pas inquiet que Cyril Gane pourrait le battre. Tu as Alexis Oleinik, 11. Non, c'est ça. Même Derek Lewis là, en 5e place contre Cyril Gane. Moi, je pense que j'ai démoli. 100%. 100%. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez par rapport à Cyril Gane, c'est que c'est un monstre. Là. Imaginez Francis Ngannou, à peu près, agile, léger sur ses pieds. Avec des coups de pied. Puis un meilleur jeu au sol. Avec un meilleur jeu au sol, puis pratiquement, peut-être pas aussi puissant, mais en tout cas pas loin. Mais plus complet. Vraiment complet. C'est vraiment impressionnant de voir un gros bonhomme comme ça, de la façon dont il bouge. Là. Son background de kickboxing est très impressionnant. Donc, il devrait se rebattre relativement souvent, le Cyril Gane, si on n'a pas de la difficulté à lui trouver des adversaires, comme Pat dit. Mais parce que je pense que l'UFC va vouloir aussi en faire quelque chose. Puis ça va être intéressant contre Rosenstruck. Et il ne faut pas oublier que les arts martiaux mix sont légaux à partir de l'année prochaine en France. Ah, donc, on va peut-être miser beaucoup sur justement Ngannou et Cyril Gane pour aller faire un premier gala là-bas à Paris. Tu as raison. À ne pas négliger. Donc à surveiller Cyril Gane, à surveiller Rosenstruck, que Pat vous parlait aussi, qui va se battre en fin de semaine chez les poids lourds. Bellator 232, Rory McDonald qui se battait cette fin de semaine contre Douglas Lima, la revanche. McDonald avait remporté le premier combat entre les deux hommes pour aller ravir la ceinture de champion Bellator des 170 livres. Et là, c'était la finale du fameux tournoi dont on vous a parlé souvent ici au podcast, des mi-moyens de Bellator, 1 million de dollars en jeu. Et cette fois-là, Rory McDonald n'a pas réussi à trouver les outils nécessaires, trouver la façon pour battre Douglas Lima, qui a fait un combat défensivement parfait, selon moi, contre Rory McDonald. Dans ce combat-là, on a vu lequel des deux qui s'était mieux ajusté au style de l'autre. C'est simplement ça. Lima, c'est takedown defense à point, a continué de travailler ses forces, s'est coupé dans les jambes, comparativement à Rory McDonald, qui, au premier combat, s'était fait démonter les jambes, avait réussi quelques anneaux au sol, avait été capable d'aller chercher la victoire. Qui avait fait la différence. Mais là, il n'y avait pas de contre-attaque sous les coups de pied. On dirait qu'on n'a pas ajusté ça dans son plan de match, dans son jeu. Et toutes les fois qu'il a tenté d'amener Lima au sol, Lima était prêt. Et donc, aucune amenée au sol réussie pour Rory McDonald, alors qu'il était très timide debout, en raison probablement des coups de pied aux jambes qui sortaient quand même vite de Lima. Donc, c'est difficile de s'approcher de son adversaire, de couper la distance dans ce temps-là quand tu sais que tu vas te faire... Je ne sais pas si on pensait que ça allait pas être que ça allait être comme le dernier combat, les amener au sol allaient être aussi pas facile, là, mais qu'on allait en réussir quand même assez une coupe, là, exact. Mais je trouve que l'ajustement du premier combat a été mal fait. On sait, Lima, là, il y a des coups de pied là, incroyables, puis c'est une de ses forces, mais on n'a pas vu dans le jeu de Rory McDonald quelque chose qui nous a laissé croire qu'il s'est entraîné tellement pour couper les coups de pied, justement. Donc, mettre de la pression, le faire reculer. Tu fais reculer quelqu'un, là, c'est difficile de frapper fort avec les jambes. Là. Le faire reculer, travailler en contre-attaque, ne jamais accepter un coup de pied. Donc, toujours lancer quelque chose après qu'on soit un coup de pied pour faire penser notre adversaire que le prochain coup, OK, ça se peut que je te pince comme il faut. Là. Moi, là, si je te donne un coup de pied, là, puis tu fais rien, je te confirme que le prochain, là, m'a y aller olympique, là, m'a swingé de toutes mes forces parce que j'aurais pas de crainte de me faire prendre en contre-attaque. Puis c'est un peu ça qui est arrivé avec Douglas Lima. Les 5 derniers combats de Rory McDonald, défaite contre Douglas Lima où Rory, offensivement, n'a pas fait grand-chose. Neiman Gracie, décision unanime, pas le combat le plus excitant de l'histoire. Combat nul contre John Fitch, combat plate, où Rory McDonald aurait pu perdre, et a perdu aux yeux de certains.
Et où ce tournoi-là, ça n'a jamais eu l'air d'y tenter. C'est ça. C'est ça. Et après ça, il y a eu Gegard Mousasi. On remonte à septembre 2018. Perdu contre Gegard Mousasi à 185 livres, monté de catégorie pour devenir double champion, mais s'est fait démolir. C'est les 4 derniers combats là, de Rory McDonald. Ça n'avait pas l'air. Non. Puis. Avait pas l'étoffe d'un champion dans ses 4 derniers combats. Non, puis depuis 2 ans, peu importe la religion, peu importe tes croyances, après dans les conférences de presse, il est beaucoup tourné vers Jésus, il a trouvé sa voie, puis c'est correct. Mais il reste qu'on s'en souviendra qu'est-ce qu'il avait dit pas à son dernier combat, mais l'autre d'avant, qu'il ne savait pas si ça y tentait encore de frapper quelqu'un dans le visage pour gagner sa vie, qu'il avait trouvé la porte, que Jésus lui avait montré la porte d'une vie plus sereine. Et encore une fois, après le combat, il a dit que il y a 2 ans, c'était pas un bon être humain. Il avait trouvé Jésus-Christ, maintenant qui était un être humain qui était plus centré sur sa vie, qui était un meilleur être humain. Fine, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'ai aucun problème avec le monde qui croit beaucoup à la religion. C'est bien correct. La spiritualité, c'est très personnel. Exact. Sauf qu'on voit que la motivation, qu'est-ce qu'il le groundait avant, qu'on voyait qu'il était... Tu sais, le combat face à Robbie Lawler, là, on ne verra plus jamais ça là, de Rory McDonald. Jamais. Il n'est plus là. Il n'y a plus ce feu-là dans les yeux ou ce will-là qu'il a comme détermination. Il l'a plus, ça. Il a trouvé d'autres choses. Et pour faire ce travail-là, veux pas, ça t'en prend de ça. Tu peux pas aller dans la cage à reculons. C'est dangereux pour ta santé. Exact. Puis c'est pas une question de vouloir faire mal à l'autre, mais c'est une question que si tu le fais pas, l'autre, il va le faire. c'est ça qui arrive. Donc, il faut que tu y ailles avec 100%, sans avoir d'autres choses dans la tête. Puis c'est comme ça. Puis écoute, que tu te fasses l'idée par n'importe qui, quand le combat commence, il faut que tu sois prêt à payer le prix. Puis il faut que tu sois prêt à payer le prix. Il faut que tu aies une certaine animosité envers ton adversaire, ne serait-ce que pour vouloir te battre contre lui. T'es 25 minutes, dans le cas de Rory McDonald contre Douglas Lima, à être enfermé dans une cage contre un autre être humain, puis il faut que tu le battes. Ça te prend un minimum d'agressivité et d'animosité. T'as beau respecter cette personne-là, à un moment donné, il faut que tu mettes la switch on et tu dises « OK, mon travail, c'est ça. » Puis comme tu dis, si moi je le fais pas, lui va le faire. Lui va être fâché après moi. Lui il va avoir de l'agressivité envers moi. Là, il parle d'une trilogie. On ne sait pas. Là, son contrat est venu à échéance. Mais moi, je vous le dis, s'il avait gagné, on n'aurait plus jamais vu Rory McDonald dans un combat. Moi, je suis pas mal sûr de ça. Je n'ai pas le secret des dieux, là, mais je suis pas mal sûr que s'il avait gagné 1 million, Rory serait parti puis ça serait terminé pour lui. Là. Donc là, il a parlé d'une trilogie. En même temps, c'est assez nébuleux ce qu'il a dit après le combat. En fait, il a dit pas vraiment le choix de faire une trilogie. J'ai gagné le premier combat. Il a gagné le deuxième qui était assez serré. Donc, il n'y a pas vraiment d'autre alternative qu'une trilogie si je décide de rester. Mais il a dit avant toute chose, il faut que je renégocie mon contrat. Puis, en même temps, Bellator, là, qui tu veux mettre contre Lima? Je dis, je sais pas. On a fait le tournoi. Non, il a battu Michael Venom Page déjà. C'est ça. Il y a beaucoup moins. C'est une bonne division à Bellator, les 170 livres. C'est juste que Lima est là depuis tellement longtemps qu'il a fait le tour. C'est ça. Fait que, tu sais, pour le Bellator, si t'en trouves des nouveaux, OK, mais... Faire l'option d'une trilogie, c'est une très bonne option. Encore une fois, on tombe dans des problèmes contractuels présentement avec Rory. Il a affronté plusieurs personnes déjà 2 fois. Koreshkov, il l'a affronté 3 fois. Il a déjà battu Paul Daly, qui a gagné également en fin de semaine. Il a battu McDonald 1 fois. Il a battu Michael Page. Et Douglas Lima, là, nous autres, on le connaît parce qu'on est des fans d'arts martiaux mixtes. Mais il est méconnu de monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça une fois de temps en temps et qui connaît juste l'UFC. Mais Douglas Lima, là, c'est un des meilleurs 170 livres au monde. Il est pour moi, là, il est dans le top 5 de toutes les catégories, toutes les organisations confondues. Il est vraiment, vraiment très, très bon. Là. Il est bon debout. Il est meilleur que son frère, en tout cas. Il est meilleur que son frère Diego, qui lui est dans l'UFC. Il est bon debout. Il est bon. Ses coups de pied dans les jambes sont parmi les plus dévastateurs qu'on peut voir en arts martiaux mixtes. La suite pour Rory McDonald à suivre. Il devrait renégocier un contrat. Est-ce qu'on aura le droit à la trilogie contre Lima? Il a été loin d'être convaincant le week-end passé, Rory McDonald. On va finir l'émission en parlant de surprise. Conor McGregor.
C'est après qu'on a enregistré pas longtemps après qu'on a enregistré l'épisode de la semaine passée que là, McGregor est allé, il était en Russie lors d'une conférence de presse et il a dit « Je reviens à l'UFC le 18 janvier prochain. Je vous dis pas contre qui. » Là, ça semble se confirmer. C'était un peu sorti nulle part là, en Russie, cette affaire-là. Il était sur une tournée de promotion pour une compagnie de paris sportifs russe. Ça semble se confirmer qu'il va se battre le 18 janvier. Donald Cerrone ou Justin Gaethje sont les deux. Cerrone, il a fait quelque chose de pas pire sur ses réseaux sociaux. Ouais, là, sur Instagram, il a pris une photo de la bouteille de Purple 12 de whisky à côté d'une Budweiser. On sait que lui, il est commencé par Budweiser. Et c'était marqué en dessous, faites vos propres conclusions. Donc, lui, c'est sûr qu'il va à la pêche. Mais en même temps, Dana White a dit on est vraiment loin d'un retour de Conor. Là. On n'a jamais parlé d'un retour pour lui le 18 janvier. Mais si Conor veut revenir le 18 janvier, il va revenir le 18 janvier. Ouais, on parle même de faire ça peut-être au MGM Grand, comme dans le bon vieux temps où il a battu Aldo, knockout en 14 secondes. Donc, en tout cas, si Conor McGregor revient début janvier, si ça se confirme, on va faire les choses en grand. Ouais, mais lui, il a des problèmes un petit peu avec la justice présentement. Donc, est-ce que ça va se régler également, ce dossier-là? Donc, à suivre, Randy Couture qui a fait une crise de cœur la semaine passée, qui a marché lui-même jusqu'à l'hôpital, même s'il venait de faire une crise de cœur. Ouais, s'est fait opérer d'urgence et est ressorti, il a marché jusqu'à la maison. The Natural. C'est honnêtement, Terminator. Ouais, c'est Randy. Moi, Randy. Je lisais ça, puis j'étais là. Ça se fait pas. C'est comme une joke. Randy, écoute, ça a été longtemps considéré comme ça, c'est ça un mâle. Randy, oui. Ça, c'est Randy Couture, c'est ça. La masculinité, c'est ça. L'idéal à atteindre pour tous les hommes. Ouais. C'est fou, là. Mais ouais, comme tu l'as dit, The Natural. Et puis, je pense qu'il a dit quelque chose comme j'ai réussi à me rendre à l'hôpital à pied après ma crise de cœur. Ouais. C'est pas vrai qu'en sortant, je vais prendre mon auto. Je vais prendre un taxi. Là, je vais y aller à pied. Et Tyson Fury qui envisage un passage en arts martiaux mixtes. Pat, pas champion de boxe. Il n'est pas champion, mais il a déjà fait match nul, si je ne me trompe pas, contre Deontay Wilder. En tout cas, la revanche est bientôt. Il a fait une impression à WWE. Il est partout. Il va se battre probablement contre Junior Dos Santos, justement, à la WWE, là, si j'ai bien compris. Là. Parce que là, ce gars-là, c'est tout un personnage méchant, un boxeur de 6 pieds 7, un poids lourd, britannique, charismatique au max, très bon techniquement aussi. Là. On parlait de gros bonhommes légers sur leurs pieds. Là, lui, c'en est un. Là. Il bouge, il danse. Là. Il est capable de danser. Il a dit qu'il voulait s'entraîner avec Conor McGregor. Il l'avait appelé, puis il dit Conor McGregor, on va s'entraîner ensemble et je pourrais faire mes débuts en arts martiaux mixtes bientôt. Donc, est-ce qu'on verra Tyson Fury dans l'UFC? La porte est ouverte. En tout cas, on devrait le voir à la lutte là, dans les prochains. Je vais te dire de quoi, là, j'aimerais mieux voir Tyson Fury qu'un retour de CM Punk. Là. On s'entend, là, parce que Fury, au moins, lui, tu sais qu'il est capable debout d'échanger, il est capable de faire un combat. Et pourrait peut-être sauver l'image des anciens boxeurs qui tentent d'aller en James Toney. James Toney, ça n'avait pas été. Il y a Holly Holm qui a une bonne carrière à l'UFC, qui est devenue championne, qui a eu une très très belle carrière de boxe avant, mais en général, les boxeurs qui font le saut, c'est pas toujours avec beaucoup de succès. Donc, est-ce que Tyson Fury aura plus de succès à suivre? Parlant de boxe, je vais finir là-dessus. Faut que je dise un petit bravo à ma petite sœur Leila. Leila Baudouin qui a remporté son premier combat professionnel en boxe la semaine passée du côté de Québec. Décision unanime. Elle a bien fait ça. Elle est puissante, la petite. Elle est puissante. Elle a de l'air puissante, là, sérieusement. Puis elle a de l'air vraiment focusée. Puis écoute, je suis vraiment contente pour elle. Pour sa première victoire professionnelle, là, c'est quelque chose, ça part du bon pied. Ça part du bon pied, la glace est brisée, on devrait la revoir. Donc, suivez ce nom-là, Leila Baudouin, protégée d'Eye of the Tiger Management. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur le site internet de RDS, rds.ca, donc /balado-diffusion. iHeartRadio, l'application, téléchargez ça sur vos téléphones si ce n'est pas déjà fait. Vous allez pouvoir retrouver tous les podcasts de RDS, y compris Dans la cage. Toutes vos destinations de podcasts, on est là également. On est facile à trouver dans la cage. N'hésitez pas à nous écrire également sur les médias sociaux. On aime toujours ça vous lire et vous répondre. Pas de côté. Yes. Bon UFC 244, mon ami. Ciao. Qui sera the baddest motherfucker? La réponse samedi. On en reparle la semaine prochaine à Dans la cage également. Ciao. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé!
coucou tout le monde au Québec.